Ouais, tu me disais, pardon. On attend encore 5 minutes que ceux qui sont en haut descendent. Bon, il y a quasiment plus personne. Ok. Les gens étaient très, très agréables et très disciplinés. C'est calme. Eh ben, ça ressemble à un top. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être venu ce matin pour partager ce petit déjeuner avec nous. Donc, aujourd'hui, on est ravi d'accueillir Régis, qui est directeur de la politique service et de l'expérience client chez Fnac Darty, avec qui on a travaillé justement sur une revisite d'un client mystère pour penser en fait pas une expérience utilisateur simple, mais une expérience utilisateur multicanal, omnicanal. Donc ici, vous êtes accueillis, on est tous accueillis au village Crédit Agricole, et qui on remercie de nous partager les locaux aujourd'hui. C'est un village qui accueille des startups en voie de développement. On a eu nos locaux ici pendant un peu plus de 2 ans. Aujourd'hui, on a déménagé dans le 10e, mais on est encore très attaché à ce lieu et c'est pour ça qu'on aime bien revenir ici pour nos petits déjeuners. Donc vous avez, si vous voulez, le code du Wi-Fi juste en bas et le hashtag Fairpack Breakfast pour tweeter le différent contenu de la conférence. Donc comment va se passer cette présentation? On va commencer par une très rapide introduction où je vais prendre la parole sur 1 ou 2 slides, pas plus, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Et ensuite, je laisserai la parole à Régis et à Thibaut, notre CEO, pour justement une phase d'échange et d'étude de cas sur ce qu'on a pu faire pour Fnac Darty. Donc, nous, Fairpection, on fait des petits déjeuners déjà depuis un moment et on continue à en faire. Si vous voulez, le prochain petit déjeuner a lieu le 25 juin avec le groupe Schmitt. Donc on serait ravis de vous accueillir de nouveau pour ce petit déj et il y en aura d'autres à partir de septembre. Ensuite, pour faire un rapide débrief de qui est Fairpection, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes une société d'études utilisateurs. Notre objectif premier, c'est de mesurer votre expérience utilisateur, votre expérience client, pour vous aider à la comprendre et générer des actions derrière pour l'améliorer. Pour ça, on a développé 3 domaines, 3 compétences, 3 piliers. Le premier, c'est une communauté de plus de 100 000 personnes à qui on va faire appel justement à travers des tests utilisateurs pour comprendre votre expérience client. Ensuite, cette communauté, on va l'adresser grâce à une plateforme que nous avons développée au début de Fairpection qui nous permet de générer des tests utilisateurs de façon rapide. Et ensuite, on se repose aussi sur une expérience, sur une expertise, que ça soit une expertise humaine grâce à nos experts UX ou à notre directrice d'études, qui gère justement au bon fonctionnement de nos différentes méthodologies pour vous apporter le meilleur résultat possible. Donc maintenant, je vais laisser la parole justement à Régis et à Thibaut pour la phase d'interview. Si vous avez des questions, il y aura une phase de temps de questions à la fin de la présentation. Et pour ceux qui veulent une démo de notre plateforme, vous pourrez retrouver Thibaut au rez-de-chaussée à la fin de la présentation pour une démo. Donc maintenant, je laisse la parole à Thibaut et Régis et bonne présentation à tout le monde. Merci Mathieu. Je vais présenter Mathieu quand même. Donc Mathieu Lombard est UX et designer et consultant chez nous. Il est dans notre équipe de Customer Success Manager, donc les gens qui gèrent vos études. Et c'est avec lui qu'on a conduit l'étude pour Fnac Darty et le cas WeFix. Alors, j'adorerais faire plein de démos à la fin, donc j'essaierai d'en faire également avec vous, mais on va être plus nombreux que ça, et on sera donc 4-5 là-haut pour vous montrer la plateforme à la fin. Allez, on s'assied? Ça te convient? Ah ben non, mais sinon on reste debout sur un pied. Ouais. Alors ça c'est un peu dur avec lui parce que en fait il va pas vous le dire, mais il arrive d'un voyage business en Asie, il atterrit à 5 h du matin.
Rien que pour ça, c'est un bel effort. C'est non seulement un beau témoin, mais en plus il est frais malgré le vol. Parfait. Bonjour à tous. Alors, peut-être à part de prendre des avions long courrier, est-ce que tu veux déjà nous dire ce que tu fais de beau chez Fnac Darty? Alors, moi, chez Fnac Darty, je suis directeur de la politique service et de l'expérience client. En gros, ça consiste à différencier les enseignes du groupe à travers les services qu'on propose. Globalement, le téléphone que vous avez, pourquoi est-ce que vous allez l'acheter chez nous plutôt qu'ailleurs? Vous allez l'acheter chez Fnac, chez Darty, parce que vous pensez avoir plus de services si vous les achetez chez nous plutôt que par exemple chez Amazon. Et donc dans ces services-là, il y a tout le conseil avant la vente, toute la livraison et la prévente. Euh, donc voilà, je m'occupe dans ce cadre-là du coup de l'offre, c'est quoi les services qu'on propose, des parcours clients, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour obtenir ces services-là, par exemple je veux être livré en 2 heures, comment que ça marche, et de l'expérience client qui est associée à l'exécution de ces services-là, parce que c'est à travers cette expérience client qu'on fidélise nos clients. Et ça marche. Et ça marche plutôt bien, oui, D'accord. effectivement. Et alors, je pense que ça va représenter potentiellement l'expérience de plusieurs personnes dans la salle. Nous, on vient d'une génération, finalement, on a connu Fnac d'un côté, Darty de l'autre. Moi, j'y allais le week-end avec mon papa quand les DVD sont sortis, enfin ce genre de choses-là. Et du coup, est-ce que tu te prenais les bouquins du Labo Fnac ouais, bah, bien voilà. sûr, Ah, bah, bien sûr. Après en PDF quand j'étais jeune adulte, mais ouais, ouais, tout à fait. moi aussi. Et du coup, du coup, peut-être que Fnac Darty, c'est une entité qui est beaucoup plus nouvelle pour nous tous. On ne sait peut-être pas forcément ce que ça représente. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu du Alors, groupe. alors effectivement, Fnac Darty, vous avez dû suivre ça dans la presse, c'est la fusion de Fnac et de Darty, enfin du rachat Non, de. non, Ça, c'est du rachat de Darty par non. Fnac, voilà. Mais aujourd'hui, c'est un groupe assez important, parce que ça représente 25 000 collaborateurs quand même, hein, dont 19 000 en France. Je dis en France parce qu'on est aussi présent dans d'autres pays européens et même à travers le monde. J'ai appris récemment qu'on avait des franchises au Qatar. Euh, c'est un groupe qui fait 7,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, d'accord, et qui est leader sur tous les métiers qu'il exerce. C'est-à-dire qu'on est leader, en tout cas en France. On est leader de la vente de disques, de livres, de gros électroménagers, de petits électroménagers. Globalement, vous allez dans un Fnac ou un Darty, vous regardez toutes les catégories, et ben à chaque fois, c'est le leader en France sur les catégories qu'on vend. Et ça, c'est très important. Et comment est-ce qu'on arrive à faire ça? On le fait grâce à un réseau déjà de magasins importants, parce qu'on croit beaucoup à l'omnicanal. Donc l'omnicanal, c'est le web et les magasins. Donc on a un réseau de 700 magasins, alors 900 si je, enfin, 800 si je rajoute Wifix, je pose les étapes, aujourd'hui. Et on est probablement une des seules enseignes en France qui continue d'ouvrir des magasins, parce qu'on en a ouvert 60 l'année dernière. D'accord, donc pour avoir la plus grosse couverture territoire possible. Et en plus de ces magasins-là, on a évidemment un site web ou 2 sites web extrêmement puissants, puisqu'on est le deuxième acteur e-commerce aujourd'hui en France, hein, juste derrière Amazon, si on réunit les Fnac et Darty. Euh, et, et ça permet d'avoir je veux dire, un modèle omnicanal complet, puisqu'aujourd'hui, on considère qu'on a à peu près une vente sur 2 qui est omnicanal, c'est-à-dire soit les clients, ils ont acheté en magasin et sont fait livrer chez eux, soit ils ont acheté sur le web et ils ont fait du click and collect et les retirer leurs produits en magasin. Donc tout ça, ça fait qu'on est quand même un groupe leader très important en France, mais avec quand même quelques challenges, hein, puisque par exemple, tout le monde parle des GAFA, etc. Ben, nous, on est confrontés tous les jours avec les GAFA. Par exemple, notre premier concurrent, j'en parlais tout à l'heure, c'est Amazon. D'accord. Notre premier fournisseur, c'est Apple. Voilà. Donc on en a déjà 2 sur 4. Donc Facebook, on travaille évidemment beaucoup avec eux et on s'est associé récemment avec Google dans le cadre d'un partenariat stratégique où par exemple on a déployé dans tous nos magasins ou dans beaucoup de magasins des corners Google où vous pouvez avoir tous les produits Google. Donc là, tu as commencé déjà à nous parler un peu justement des axes de différenciation sur un marché, le marché du retail. Bon, il n'y a pas de surprise qui est quand même challengé. Sur le tien particulièrement avec un acteur comme Amazon, est-ce qu'il y a d'autres éléments de différenciation? Donc, tu as parlé des services, tu as parlé donc de toute la distribution omnicanal, l'ouverture de magasins. Est-ce qu'il y a d'autres éléments avant qu'on rentre un peu plus dans le cas Wifix? Alors, nous, ce qu'on croit, alors on a retravaillé là-dessus dans le cadre d'un groupe comme nous. Nous, ce qu'on croit et notre mission maintenant du groupe, c'est le choix éclairé. D'accord. C'est-à-dire que
dans un monde d'hyperconsommation, où il y a une multitude de produits. Moi, j'étais à Hong Kong là, pour la foire de Hong Kong. Vous voyez la quantité de produits électroniques qu'on peut acheter, distribuer, etc. C'est très, très impressionnant. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour se retrouver là-dedans? Et on a vraiment du coup cette notion de choix éclairé, c'est-à-dire et qui touche l'amont, c'est-à-dire nos fournisseurs, et l'aval. Côté amont, on veut se différencier en proposant justement cette plateforme omnicanal à nos fournisseurs pour qu'ils puissent bénéficier d'un réseau de proximité, des gens qui peuvent voir leurs produits, hein, parce que quand on est sur Amazon, on n'a que des photos. Donc ça, c'est important, et ça a de la valeur pour tous nos partenaires fournisseurs, parce que si tout était en web, personne ne pourrait jamais voir les produits, et puis ça pousse en particulier les produits, les fournisseurs qui travaillent beaucoup sur le design. Donc voilà pour l'amont. Pour l'aval, ce qui est important, c'est la différenciation à travers le service et l'expérience client. Et puis, quand on parle de choix éclairé, donc ça, je dirais, le service et l'expérience client, c'est presque devenu un must-have. C'est-à-dire, on peut plus faire tourner un business de notre taille aujourd'hui, mais même un business petit, si on veut le faire grandir, hein, sans avoir une expérience client parfaite. Donc, qu'est-ce qu'on apporte en plus? C'est ce choix éclairé, c'est le fait que, par exemple, au moment d'achat, on va donner plus d'informations au client sur le produit qu'il va acheter, qui va lui permettre de faire le bon choix et d'être plus satisfait du produit qu'il a acheté chez nous. Ça va être d'avoir plusieurs options de livraison, le choix dans la livraison, c'est-à-dire une livraison plus écologique ou plus personnalisée ou avec de l'installation. Et également, et c'est très important pour nous, hein, c'est de choisir des produits qui vont durer plus longtemps, et en particulier en utilisant nos fonctions de service après-vente, nos conseils d'usage et d'entretien, qui vont faire que le choix du produit initial, c'est un choix qui va s'inscrire dans la durée et pas seulement dans le mode d'une hyper-consommation où on va remplacer les produits très rapidement. Nous, ce qu'on promet quelque part à nos clients, et ça c'est vraiment un axe très fort et qu'on est en train de développer, c'est que les clients qui ont acheté des produits chez nous ou qui n'ont pas acheté chez nous mais qui veulent les garder plus longtemps, ils peuvent faire appel à nous, parce que les produits aujourd'hui, ils peuvent durer plus longtemps qu'ils ne durent aujourd'hui. Et ça, il y a un grand enjeu au-delà de la stratégie, etc., pour économique, hein, puisque l'économie circulaire, c'est une opportunité de développement de business. Wifix, c'est un exemple de ça. C'est un enjeu économique pour nos consommateurs, puisque réparer, ça coûte moins cher que de remplacer. Puis c'est surtout un enjeu pour la planète, parce que il y a à peu près 80 matériaux différents dans un smartphone. Donc en France, on a vendu 20 millions de smartphones rien qu'en 2018. Vous vous rendez compte un peu de l'impact, par exemple, écologique de toutes ces choses-là. Et quand on pense à nos enfants, c'est important d'avoir, et quand on est leader, d'avoir un discours responsable et engagé sur ces sujets-là. Top. On va revenir sur Wifix justement. Alors peut-être pareil, présenter un petit peu, présenter l'enseigne, parce que peu de gens probablement la connaissent, même si ça va venir très très vite, ça va changer très vite, mais notamment sous l'angle de comment cette enseigne Wifix vient justement s'articuler dans la stratégie que tu nous as présentée. Alors, peut-être 2 mots sur Wifix. Alors, qui connaît Wifix déjà ici? Ah, quand même. Quand même. Et qui a un téléphone cassé? Ah, voilà. Donc, si vous avez un téléphone cassé et vous ne connaissez pas Wifix, vous êtes au bon endroit. C'est 10% à peu près, normalement, dans une audience, hein, les gens qui ont un téléphone cassé. Donc, Wifix, c'est sur ce business-là. C'est-à-dire la réparation de téléphones et l'allongement de la durée de vie des téléphones, par rapport à ce que je vous disais. Et donc, c'est un réseau de réparation de proximité. Il y a à peu près aujourd'hui 60, il y a même exactement aujourd'hui 68 points de vente, c'est ça. Vous pouvez aller dans un magasin Wifix, dans un corner Wifix, hein, donc ils sont présents en centres commerciaux, depuis pas longtemps dans les magasins Fnac aussi, et faire réparer en moins de 30 minutes votre téléphone. D'accord, ça c'est vraiment le cœur de métier de Wifix, la réparation express de téléphone. Et c'est aujourd'hui le plus gros réseau et un acteur de référence en France sur ces sujets-là. Comme je vous disais, on est premier dans tout ce qu'on fait. Ça fait bien. Hein, en complément de ça, Wifix, ça fait aussi de la vente d'accessoires, parce que Wifix s'est rendu compte que quand vous avez votre téléphone cassé, parfois vous avez aussi besoin d'un nouveau casque.
hein, ou parfois vous avez besoin d'un nouveau chargeur, voire le chargeur c'est ce qui est cassé dans votre téléphone, parce que souvent quand la batterie ne tient pas, ça peut être un problème de charge. Donc il y a une offre d'accessoires. Et depuis maintenant 2 ans, Wifix commercialise aussi des téléphones reconditionnés, donc qui est présent sur les marketplaces, Marketplace 5 Darty par exemple. Vous pouvez acheter un téléphone reconditionné Wifix, sachant que le marché des téléphones reconditionnés, c'est un marché de la croissance à 2 chiffres. Hein, encore en ce moment, là où le marché des téléphones, par exemple, c'est un marché plutôt à croissance beaucoup plus lente là, depuis 1 an ou 2. Et donc, une grande différence après de Wifix, c'est que vous pouvez acheter un téléphone reconditionné en point de vente. Et là, on a encore la puissance de l'omnicanal, parce que quand on achète un téléphone reconditionné, c'est quand même mieux de voir quand on nous dit qu'il y a une rayure, de la voir la rayure et de se rendre compte que finalement, c'est pas très grave. Et du coup, d'acheter des téléphones encore moins chers. Voilà. Excellent, très clair. Et donc, si je reprends un petit peu de hauteur et de contexte, il y a un peu plus d'un an maintenant, donc tu m'appelles, tu me dis j'ai un sujet dont je peux parler qu'à demi-mot, on est dans un processus de prise de participation majoritaire sur une enseigne dont je peux pas te parler, je peux pas te dire ce qu'ils font, mais ils sont dans des centres commerciaux et on voudrait vérifier, enfin auditer l'expérience client en fait, on voudrait savoir ce qui se passe pour de vrai dans cette enseigne. Et donc, tu nous as effectivement demandé à nous faire Pexion de, de monter une étude, d'envoyer, donc après, ça c'est les détails méthodologiques, on les a décidés ensemble, mais on a envoyé effectivement 20 personnes partout en France, dans différents centres commerciaux, vivre l'expérience que tu viens de décrire. Certains avec un téléphone cassé et d'autres non. Et puis après, on a effectivement analysé tout ça. Alors, la question, avant qu'on rentre dans le détail de ce que vous avez appris, et peut-être un petit peu plus, on verra dans la méthodologie, la question qu'on pourrait se poser, en fait, c'est pourquoi avoir intégré cette notion d'expérience client, finalement, dans une opération de fusion-acquisition, dans une prise de participation majoritaire? Alors, pour revenir effectivement un peu quand je t'ai appelé, nous, ce qu'on était en train de regarder, c'était effectivement l'acquisition de Wifix, ou une prise de participation majoritaire en tout cas. Et on discutait avec les fondateurs de Wifix de ce sujet-là, puisque eux, ils cherchaient 5 millions en levée de fonds pour pouvoir étendre leur réseau de magasins. Et nous, on pensait que c'était extrêmement complémentaire ce métier-là avec ce qu'on faisait déjà, alors qui du SAV Darty en particulier, pour pouvoir apporter une solution de réponse à de réparation immédiate. Et donc on s'est dit que ce serait intéressant de participer à cette levée de fonds. Et donc on a creusé un petit peu pour voir comment est-ce que tout cela pouvait s'organiser. Alors dans ce genre de process, donc vous rencontrez les gens, et là il se trouvait que ça a très bien collé, hein, on s'entendait très bien avec Wifix, on partageait beaucoup de valeurs, en particulier sur la qualité du service rendu, qui sont des valeurs un peu, et l'expérience client, qui sont des valeurs fortes du groupe. Et donc on décide d'aller plus avant et d'aller plus loin dans l'intégration entière au sein du groupe. Donc vous passez du coup d'un processus d'investissement financier, un processus d'investissement ou d'intégration, on va dire. Voilà. Et alors, une des questions là-dedans, c'est est-ce que le prix qu'on va payer vaut vraiment ce qu'on va payer? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà participé à ce genre de due diligence ou de process de fusion-acquisition, mais il y a une question importante qui est la valorisation. Et donc, il y a des discussions qui se font autour de ça, et donc il y a tout un travail qui est fait pendant ce qu'on appelle une due diligence, hein, qui est de valider que tout ce qui est raconté dans les belles présentations PowerPoint présentées par le management de l'entité qui est à vendre est juste, voilà, et qu'il n'y a pas des trucs cachés qu'on n'a pas vus, parce qu'évidemment la valorisation elle est très différente. Et puis aussi l'intégrité financière des process, est-ce que tout ça fonctionne bien? Et donc de manière très très classique, ce qui est fait d'habitude, hein, c'est on fait une due diligence financière, une due diligence juridique, où on revoit tous les contrats, on vérifie qu'il n'y a pas de clauses cachées qui pourraient détruire complètement la valeur de l'entreprise dans les contrats. Et pour cette fois-ci, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire une due diligence sur un peu l'expérience client, c'est-à-dire parce que Wifix parlait beaucoup de la qualité de l'expérience client, le soin qu'ils y apportaient, l'omnicanalité, le store locator, ces choses-là. Alors là, à part les slides, c'est compliqué de justifier. Alors on peut aller sur le site web, mais quand ils avaient déjà 55 points de vente, hein,
Et donc tester 55 points de vente, parce que les due diligence, il y a un truc particulier, c'est que c'est très court. Ça dure entre 2 semaines et 4 semaines. Donc tester et aller se rendre compte par soi-même le truc. Donc on en a fait quelques-uns, puis on s'est dit, bon, bah, quand même, ça serait bien d'en faire plus. Comment est-ce qu'on fait pour en faire plus? Et c'est là où j'ai eu l'idée d'appeler Thibaut et Fairfiction pour dire, bon, bah, eux, ils ont des gens qui peuvent tester tout, on va dire. Donc pourquoi est-ce qu'on leur ferait pas tester l'expérience client de Wifix? Voilà. Et donc, bah, dans ce cas-là, on s'est dit, bah, ça va permettre de valider est-ce que ce qu'on voit dans les slides en termes d'expérience client et ce qu'on a vu dans la boutique parisienne, hein, puisqu'on est tous allés finalement dans la même boutique parisienne, c'est quelque chose qu'on peut généraliser et qui est applicable à la soixantaine de points de vente qui étaient à vendre. Voilà. Top. Et oui, d'ailleurs, on a été évidemment ravis de faire cette étude, d'autant que on a cette croyance que tout est expérience utilisateur, tout est expérience client et que ça se limite pas, bien que le terme vienne globalement du monde digital, ça se limite pas au monde digital. Et alors justement, on a parlé de magasins physiques, on a parlé de sites. Un élément qui était important pour toi, c'était l'omnicanalité de l'expérience, donc d'analyser à la fois ce qui se passait sur le site Wifix et ensuite en magasin. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur pourquoi c'était un enjeu en fait Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez, par exemple, si vous avez décidé de faire réparer votre téléphone, vous allez aller sur Google et vous allez chercher réparateur de téléphone. Vous n'allez pas aller vous promener, errer en France pour trouver un magasin qui sait réparer, ou près de chez vous, pour trouver un magasin qui sait réparer ça. Donc, il y a vraiment, à chaque fois, et sur tous les processus, et tous les problèmes que peuvent rencontrer les consommateurs, le premier point d'entrée, c'est le web. Donc en fait, toute expérience client est omnicanal. Enfin, je ne connais plus moi d'expérience qui ne commence pas par un canal digital, où il y a un peu de physique dedans, hein, que ce soit même de la livraison, hein, il y a quelque chose de physique. Puis en général, ça se finit quand même aussi par une expérience digitale, peut-être l'enquête de satisfaction ou un mail de remerciement, ou peu importe. Donc on voit bien que c'est toujours, tout ça est toujours très intégré et et complémentaire. Et c'est important d'avoir vraiment la vision 360 sur tous les canaux pour vraiment bien mesurer l'expérience client. Top. Bon, bah, tu prêches des convaincus, je pense, dans la salle. On va regarder quelques exemples concrets en fait, de retour et d'enseignement. Donc, ce que je vais faire pour que ça soit plus lisible et plus parlant, c'est que je vais vous montrer une partie. En fait, on a redigéré une partie du rapport qu'on a fait pour Fnac Darty pour que ça soit plus cohérent avec ce format. Mais c'est vraiment les éléments qui viennent du rapport lui-même. Non, tu m'as coupé là? Tu m'as remis, super, il est trop fort. Anthony et Antoine sont trop forts, on pourra les applaudir tout à l'heure. Donc ça c'est la façon dont on travaille pour tous nos clients en fait. Une fois qu'on a mené une étude, elle est valorisée à travers un rapport en ligne. Et donc là vous voyez que, merci Mathieu. Vous voyez que je suis dans l'espace Fnac Darty, dans lequel j'ai plusieurs niveaux de projet. Et puis j'ai ensuite une notion de dashboard et je vais tout de suite aller voir. Je ne vous fais pas la démo tout de suite, puisque ceux qui seront intéressés par la démo, vous me retrouverez là-haut. Mais ensuite, je vais aller tout de suite dans la partie analyse. Et puis, on va voir la partie rapport. Alors du coup, après, c'est toi, Régis, qui va me guider, puisque finalement... passer les premiers slides sur l'échantillon, l'executive summary et la méthodo, on va arriver ici où on est donc finalement on rentre assez rapidement dans ce niveau-là où on essaie de donner à nos clients une vision de l'expérience globale avec alors si je pense que j'espère que c'est assez clair le côté feu rouge, orange et vert, mais donc plus il y a de vert et plus ça se passe bien, et plus il y a de points qui remontent vers le orange et plus ces points sont adressés en priorité. Est-ce que tu veux commenter déjà ce slide ou tu veux qu'on... Non, je peux commenter ça. Moi, j'ai toujours un mot à dire sur tout, hein, donc, on peut faire plein de commentaires sur tout. Et il est le premier en plus. Et donc c'est facile d'être dans ces équipes. Comment ça se passe d'ailleurs? On en parle? On en reparle après. Vas-y, on a testé, on a eu 20 clients, ce qui nous a permis de tester à peu près 20 points de vente, je crois. Pas tout à fait, parce qu'il y en a qui sont allés dans le même. Il y a eu un petit peu plus de Paris-Italie. Oui.
Voilà, et donc bon, c'est quand même assez intéressant et c'est assez drôle aussi parce que comme c'est des points de vente, du coup, on a eu des remarques sur le même sujet, des fois positives et négatives. C'est pour ça que vous avez des fois, par exemple sur l'offre, vous pouvez voir dans les points verts et dans les points rouges là, c'est que bah, comme c'est pas un seul site web, c'est finalement là, on va dire 15 magasins physiques et donc l'expérience client dans les magasins physiques, elle peut être différente d'un magasin à l'autre. D'accord. Et donc il y a un sujet d'homogénéité du réseau. Ce qu'on peut peut-être dire après, je ne vais pas vous détailler tout ça, mais ce qu'on peut peut-être dire d'une manière un peu générale quand même, c'est que, en fait, nous, notre objectif avec cette étude-là, c'était qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. C'est-à-dire que bah, quand on teste une vingtaine de points de vente, euh, on n'est pas un tiers des gens qui nous disent mais c'est n'importe quoi, j'ai pas trouvé, ils m'ont insulté quand je suis allé poser, le truc il était très sale et le point de vente était désert et introuvable quoi. Parce que là ça posait un problème. Après nous quand on rachète une petite entreprise, évidemment que tout n'est pas vert et que on s'attendait évidemment à ce qu'il y ait des problèmes. D'ailleurs on s'est dit par exemple vu les effectifs qu'ils ont comment est-ce qu'ils peuvent faire pour couvrir une plage horaire complète avec des heures de pic euh, en tenant la promesse de réparation en moins de 30 minutes. Hein, mais ça, il n'y a pas besoin d'avoir une étude d'expérience client. On regarde les effectifs, on regarde les points de vente, on fait une division, on regarde les amplitudes horaires et puis on se dit que c'est peut-être difficile. Bon, bah, l'étude client nous a conforté là-dessus. C'est-à-dire qu'on a bien vu que parfois, à certains moments, eh ben, il y avait des problèmes de délai, etc. Et quelque part, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ça nous rassure dans l'analyse qu'on fait de la société qu'on est en train d'évaluer. Donc le but, il faut bien avoir en tête, nous en tout cas, notre but en faisant cette étude-là, c'était pas enfin le premier but, c'était de s'assurer qu'on n'allait pas avoir, qu'il n'y ait pas de gros loups cachés et que globalement, en tout cas dans l'intention, dans les process, dans ce qui était mis en place d'une manière générale, c'était plutôt homogène et que ça répondait enfin, ça correspondait à ce qu'on voyait dans les présentations de la banque d'affaires qui nous avait présenté le dossier. Après, évidemment, une fois que l'opération a été réalisée, ces informations-là, on les a utilisées pour pouvoir corriger les points qui ont été remontés. D'accord. Mais le but, en tout cas dans la période d'analyse, c'était pas de corriger les points. Le but, c'était d'évaluer ce que, euh, en gros, il n'y avait pas de gros problèmes et que les points qui étaient là, c'était des choses qu'on pouvait, qui étaient des points normaux entre guillemets. Alors Voilà. c'est ce qu'on va regarder. On reparlera du sujet du scénario gros problème, puisque c'était intéressant aussi dans la discussion, mais on va déjà regarder quelques enseignements que je vais te laisser commenter déjà. Alors, ou si tu es à l'aise en venant de l'avion, parce que si tu l'es pas, on peut le faire à deux. Alors, c'est laquelle? C'est là, non, parce que je vois pas très bien. Oui, alors il y Tu veux avait venir à ma place? Est-ce que tu préfères venir à ma Non, place? écoute, ça Non, va c'est aller. bien. Moi, D'accord. je sais, alors, quelque part, dans les points forts ici, il y a eu que, quelque part, c'est peut-être le plus facile, c'est que on arrive à trouver facilement les points de vente sur Internet. C'est-à-dire que quand on cherche, alors il y a deux choses. Il y a un, quand on cherche Wifix, je sais pas moi, Paris, on trouve facilement les points de vente. D'accord. Que ce soit sur le site, enfin, les clients, on leur a pas dit, enfin, dans le protocole de test, on n'a pas dit allez sur Google ou allez sur le site Wifix. On dit cherchez le point de vente Wifix près de chez vous. D'accord, c'est ça la première étape. Donc du coup, il y en a c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui sont allés sur Google, il y en a qui ont fait wifix.net et qui sont tombés sur le site de Wifix. Donc il y a eu plusieurs parcours différents, mais globalement, ce qu'ils nous ont dit, c'est que tout le monde a réussi à trouver le point de vente le plus proche de chez lui. Et ça, quelque part, c'est une bonne nouvelle parce que si on commence à développer la marque et la rendre avec une plus forte notoriété, si les gens ils veulent aller chez Wifix, au moins ils pourront trouver le magasin le plus proche de chez eux. Oui, sachant qu'il y avait des petits soucis de renseignement via Google et sur les points eux-mêmes, mais finalement, c'est des choses qui étaient très mécaniques à réparer. Et j'ai peut-être été un peu rapide. Effectivement, comment on passe de ce slide au suivant, en fait, l'idée c'est que ça, c'est une vue d'ensemble en fait du parcours utilisateur omnicanal. On va identifier, on va synthétiser un certain nombre de points positifs, négatifs. Puis ensuite, quand on rentre dans le détail du rapport, on va regarder chacune des étapes et même d'ailleurs dans un rapport complet, encore plus en détail, point par point en fait, c'est-à-dire chacun des points qui sont en orange, jaune et vert vont être détaillés
éventuellement avec des niveaux de recommandation de ce qui peut être fait, même si ce n'était pas du tout l'état d'esprit, enfin le besoin à ce moment-là de Fnac Darty. Et d'ailleurs, tant mieux peut-être, parce que comme on a fait toute l'étude en 2 semaines, c'était bien d'avoir moins de... Voilà, de limiter quand même le scope de l'étude aussi. Donc deuxième, bah ça finalement t'en as parlé effectivement. Donc le fait que finalement la recherche de la boutique se faisait assez aisément sur le web. Et puis on va passer à l'étape 2 où tu es encore... ouais. Voilà, donc voilà, regardez, le fameux Antoine, donc il sort et il vient encore réparer les choses. Sinon ce que je vais faire, je vais repasser sur... Parce qu'on est diffusé en live sur Internet, c'est ça? Anto, ouais, merci. Tu peux me couper là si tu veux. On est diffusé en live sur YouTube, voilà, youtube.com/fairpexion. Et on répond aux questions des gens qui sont sur YouTube quand ils en posent en plus. Donc n'hésitez pas. Et donc on arrive à l'étape 2. Donc les gens sortent du web, ils arrivent en centre commercial et là effectivement on a vu un premier élément qui pouvait être intéressant sur lequel travailler pour vous. Oui, alors le point d'Italie 2, en plus il y a beaucoup de gens qui sont allés là-bas parce qu'il y avait plus de Parisiens dans le panel de test, c'est assez logique puisque c'est à peu près représentatif quand même. Et il y a eu pas mal de problèmes remontés sur Italie 2, que le corner était mal placé, etc. Et ça, par exemple, c'était assez rassurant parce que là, du coup, on a parlé à l'équipe de management à Edouard et Gaspard, et ils nous ont dit bah oui, on le sait, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on va déménager le corner WeFix à la fin de l'année. Bon, ça a eu un peu de retard parce qu'on l'a déménagé début janvier là du coup, mais en fait ça fait partie des choses par exemple qui nous ont rassurés, c'est que certains points qu'on avait identifiés comme problématiques, eh ben, c'est des points qui avaient été intégrés par l'équipe de management. Donc ça nous rassurait aussi sur la connaissance du business et la maîtrise de l'équipe de management de la société sur le fait que les problèmes, ils les connaissaient et qu'après, on ne peut pas tout résoudre, mais qu'en tout cas, ils les traitaient l'un après l'autre. Donc là, depuis janvier, la boutique d'Italie 2 a été déménagée à un autre endroit du centre. Elle est dans les affichages du centre. Enfin, je pense que si on refaisait le test sur Italie 2 on n'aurait plus tous ces problèmes-là. Ce serait incroyable. Et on peut refaire le test si tu veux. On en discutera. C'est pas un souci. De toute façon, tu peux en discuter avec Cécile, la directrice marketing de WeFix. Voilà. Avec grand plaisir. C'est elle qu'il faut convaincre. C'est top, c'est top. On pourra parler des autres sujets. En attendant, on peut peut-être parler du stock dans le corner. Ouais, alors, autre sujet assez important, c'est qu'on s'est rendu dans les résultats, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés en magasin pour faire réparer un smartphone et que le corner lui avait répondu désolé, on n'a pas le stock de pièces détachées on n'a pas l'écran pour votre modèle. Je sais pas, Samsung, Samsung, on doit les avoir tous, mais bon, bref, LG, bidule truc, celui-là, on l'a pas. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a un système de 80-20, on ne peut pas avoir le stock sur tous les téléphones, de tous les écrans, de toutes les couleurs, dans tous les points de vente. Alors, il y a deux raisons à ça. Il y a une raison qui est, quand on a creusé un peu, la première raison, c'est que on peut de toute façon pas avoir 100%. Donc, il y a une règle de où est-ce qu'on fixe le seuil. Et là, globalement, WeFix était très bien outillé, parce qu'on a audité ce point-là avec Damien. WeFix était très bien outillé pour savoir c'est quoi les téléphones qu'il fallait. D'accord. Donc, ils avaient développé un système informatique qui permettait de savoir c'est quoi le stock important qu'il fallait sur les différents points de vente. Donc, ça, c'est bien. Puis, il y avait un deuxième sujet qui était le stock, il faut bien l'acheter. Et justement, si WeFix était dans une démarche de levée de fonds, c'est bien qu'ils n'avaient plus de cash. D'accord. Et donc, ils en avaient moins, ils n'en avaient pas assez. Donc, du coup, ils avaient fait ils avaient acheté moins de pièces. Donc, quand on achète moins de pièces, forcément, on a moins de stock. D'accord. Donc, et ça, c'est par exemple un truc qui était assez facile à résoudre, puisque du coup, comme il est intégré dans le groupe Fnac Darty, du coup, il bénéficie maintenant de WeFix de facilité de cash un peu plus importante que ce qui pouvait être quand ils étaient tout seuls. Voilà. D'accord. Et donc, par exemple, on a dû augmenter de 40% les pièces disponibles dans les magasins là aujourd'hui, en termes de nombre de références et nombre de pannes qui sont disponibles immédiatement. Alors justement, tu parles du... est-ce que tu veux qu'on ajoute quelque chose? Mais finalement, ça vient un peu dans le même...
Ah sur oui, le même sujet. oui, bah, c'est exactement la même Les chose. deux sujets sont liés. Alors, Voilà. avec quand même un truc là-dessus, c'est pareil, c'est un point, donc je vais peut-être redétailler, ça revient au même, c'est je vais dans un magasin Wi-Fi, j'ai mon téléphone cassé et la pièce détachée n'est pas disponible immédiatement dans le magasin. Donc là, il y a un process informatique, hein, ils peuvent vous dire, vous repassez demain, et donc du coup, vous pouvez revenir le lendemain, il y a une commande de pièces et ça c'est bon. Mais les gens, ils veulent de l'immédiateté. Donc il y a ce problème de stock et il y a un problème sur les nouveaux téléphones par exemple, il n'y a pas encore l'expérience parce que Wifix ne voit que les clients qui viennent chez eux quelque part. D'accord. Donc ils n'ont pas la base de données de tous les téléphones qui ont été vendus, c'est-à-dire la base de données de parc. Et donc du coup, c'est un peu compliqué pour Wifix de savoir à l'avance c'est quoi les téléphones qui vont être cassés puisqu'ils ne savent pas ceux qui ont été vendus. Et là, on s'est dit pareil qu'on avait une belle opportunité. Ça a été mis en place, c'est en train d'être mis en place, de lier en fait le système de choix des références qui vont être disponibles dans les points de vente avec les ventes du groupe Fnac Darty, d'accord, pour avoir les bonnes références et toutes les références disponibles je veux dire, dès la commercialisation d'un produit dans les magasins, de réparation Wifix. Top. Donc là, voilà, on a vu une petite sélection d'enseignements, il y en a d'autres, mais là c'était pour vous donner une idée. Peut-être on va faire deux choses en conclusion pour aussi prendre des questions de la salle. La première, c'est la deuxième, comme ça c'est annoncé, ce sera le scénario noir auquel tu as fait allusion. Et la première, c'est est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur la façon dont cette étude et puis plus largement vous avez travaillé sur la roadmap de Wifix. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se prépare pour cette enseigne au sein du groupe Fnac Darty? Alors, l'objectif de l'intégration de Wifix dans le groupe, c'était d'accélérer et de créer vraiment le leader de la réparation de smartphones, parce qu'il manque aujourd'hui, il n'y a pas d'enseigne en fait, de réparation de smartphone qui est reconnue. Hein. Et quelque part, si vous avez un téléphone cassé, vous avez deux options. Soit vous venez chez Fnac et chez Darty, par exemple, faire réparer votre téléphone, mais nous, on ne répare pas en magasin chez Fnac et Darty. Et donc, du coup, on vous envoie et on vous prive votre téléphone de 2 semaines. Soit vous allez dans le petit corner du coin, mais vous n'êtes pas sûr de la qualité. D'accord. Et donc, du coup, notre objectif, c'est de développer Wifix comme étant un réseau de référence où vous êtes sûr de la qualité, avec un niveau de standard de qualité qui est celui du groupe Fnac Darty. Et ça, donc, globalement, Wifix, quand on l'a racheté, c'était déjà en place. Okay. Par contre, il y avait, comme je vous disais, 68 fixes. Nous, on pense que pour couvrir à peu près le territoire français, pour couvrir 80% de la population, il fallait au moins doubler le réseau. Donc, notre ambition, là, et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est de doubler le nombre de points de réparation Wi-Fi en gros 18 mois. Donc, notre rythme d'ouverture aujourd'hui, il est à peu près de 1 par semaine. Donc, je vous disais qu'on développe les réseaux. Donc, on ouvre un magasin Wi-Fi toutes les semaines. Le dernier, c'est un shop-in-shop. Donc, c'est à l'intérieur d'une Fnac à Bordeaux, voilà, Bordeaux-Sainte-Catherine en centre-ville. Là, et à Paris, par exemple, c'est marrant, dans un des retours de l'étude, il y avait c'est dommage qu'il n'y a qu'un seul magasin Wi-Fi dans Paris. Donc maintenant, il y en a 5. Voilà, depuis en 4 mois. Quoi. Voilà. Donc on a vraiment un rythme d'ouverture très très soutenu. Donc ça, c'est un des axes. Et le deuxième axe, c'est de proposer aux assureurs, donc ceux qui assurent vos téléphones portables, ce réseau de réparation. Et pourquoi? Parce que c'est pareil, eux, ils veulent avoir un service client et une expérience client top pour leurs clients, mais ce qu'ils proposent aujourd'hui, c'est votre téléphone est cassé, très bien, on va vous le réparer, ça va être gratuit parce que vous payez l'assurance, mais vous allez vous priver de votre téléphone pendant 7 jours ou 10 jours. Voilà. Vous l'envoyez par la poste, tout ça, c'est pas mal. Donc là, du coup, ce qu'on leur propose, c'est d'envoyer les clients si vous êtes assuré, quand votre téléphone est cassé, vous pouvez aller dans un Wi-Fi et ne pas payer la réparation. Voilà. Et donc ça, on a commencé à le mettre en place là, début avril, avec l'assureur de Fnac. Quand vous achetez une assurance chez Fnac maintenant, si votre téléphone est cassé, vous pouvez aller le réparer dans un magasin Wi-Fi. Évidemment, on travaille et on est en discussion avec tous les autres. Donc voilà, les deux grands axes, c'est ça, c'est augmenter le nombre de points de vente et de développer des partenariats, on va dire B2B, donc pour proposer à d'autres
de l'expérience client Wifix. Et tout ça en étant toujours, et c'est pour ça que Cécile a rejoint l'équipe aussi récemment, c'est en étant toujours à la pointe de l'expérience client, parce que ce qu'on vend, typiquement quand je vous parlais d'assureurs, ce qu'on leur vend, c'est une expérience client. D'accord, ce qu'ils viennent acheter du coup en ayant un partenariat avec Wifix, c'est vos clients, ils vont avoir une expérience client top quand quand leur téléphone va être cassé. Et du coup, ils vont être contents d'avoir souscrit à l'assurance. Ils vont recommander votre assurance à tous les autres. Voilà. Enfin, moi, j'avais trouvé ça vraiment très malin quand tu nous l'avais expliqué. Effectivement, je souhaite beaucoup de succès avec ces deux axes. Et donc, pour finir, donc l'étude était, comme tu l'as dit, positive. Elle a permis d'établir des éléments d'amélioration, certes, mais pas de mauvaise surprise. Qu'est-ce qui serait passé si on était revenu avec des résultats qui étaient, on va dire, mauvais? Alors, très clairement, hein, s'il y avait eu, par exemple, un magasin sur deux qui ne répondait pas aux attentes en termes d'expérience client, ce qu'on aurait fait, c'est on aurait évalué combien que ça coûtait, ou si c'était possible, de les remettre en état. Donc, un, si c'était possible, et deux, oui, et combien que ça coûtait. Et ça change la valorisation ce que Fnac Darty est prêt à payer finalement pour l'entreprise. D'accord. Donc, s'il faut réinvestir, je sais pas moi, il faut mettre 2 millions pour remettre le réseau en état, forcément, c'est comme quand vous achetez une maison. Hein, si faut refaire quelque part dans votre budget global, il faut que vous teniez compte de l'argent pour refaire la toiture. Bon, là, si on s'était rendu compte qu'il fallait refaire la toiture, on en aurait tenu compte, nous, dans notre évaluation financière. Puis après, dans ce genre d'opération, il y a un seuil d'équilibre où il peut y avoir un accord et on peut du coup avancer. Ou bien, si nous on considère que ça vaut beaucoup moins parce qu'on est on sera obligé de réinvestir beaucoup plus derrière et que par exemple les associés, ceux qui vendent, ne sont pas d'accord, et finalement ils seraient allés chercher un autre acheteur. Voilà. Ouais, merci pour cette réponse. Et ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que parfois on ne fait pas des études avec certains de nos clients justement parce que, alors généralement nos interlocuteurs sont plutôt des gens convaincus, mais autour d'eux il y a une hésitation et cette hésitation souvent elle est financière justement. Et ce que je trouve intéressant dans ta réponse, c'est que ce que tu es en train de dire en fait, c'est que l'expérience client c'est une valeur financière. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, c'est vraiment faire bouger la rentabilité ou peu importe la valorisation, mais voilà, la valeur des choses, comme tu l'as dit avec ta métaphore sur la maison. Un exemple, très, 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 très concrètement, il y avait encore à l'époque un réseau concurrent qui s'appelait Save et qui avait une expérience client en tout cas pas homogène du tout à travers leur réseau. Et ils sont en redressement judiciaire. Voilà. Donc, quand on se parle de valorisation de l'expérience client, il n'y a pas que ça, mais en particulier, je suis sûr que leur NPS était probablement négatif. Tous les gens qui étaient allés dans ces magasins-là m'ont dit que c'était pas eu une super expérience, en tout cas en moyenne. Et donc on voit que, en tout cas sur des business comme ça en développement, qui ont besoin de se faire une notoriété, de se faire et de fidéliser leur clientèle, si l'expérience client n'est pas au rendez-vous, en fait, le business ne peut pas croître. Et donc, du coup, ça détruit complètement la valeur, en particulier dans une opération d'investissement. Merci beaucoup. On fait une petite pause applaudissements. Et ce que je vous propose, c'est que vous posiez vos propres questions à Régis ou à nous, si on peut y répondre aussi, bien sûr. Est-ce qu'on a alors, on a parlé de YouTube. Est-ce qu'il y a une question sur YouTube? Il y a déjà une question ici, mais Nathanaël, on a quelque chose qui est arrivé sur YouTube? Pas forcément, pas encore. Ça. Allô, oui, bonjour. Merci beaucoup. Je répéterai à la limite, sinon. Donc du coup, vous avez dit que cette étude vous a permis de confirmer, de valider des hypothèses. Est-ce que vous avez eu aussi des surprises? Est-ce que vous avez trouvé des choses qui ont finalement challengé des certitudes ou soulevé des choses auxquelles vous n'aviez
peut-être pas forcément pensé. En fait, ils marchent tous, c'est juste qu'ils les allument ou pas en fonction. Mais si vous pouvez les garder allumés, les amis, ça serait pas plus mal là, pour cette session. Celui-là, il marche. Donc, alors, d'une manière générale, non. Bon, aussi parce que c'est un business qu'on connaît bien. C'est-à-dire on avait essayé, Fnac Darty, on avait essayé de faire de la réparation, nous, dans nos magasins immédiats comme ça, et on s'était planté. Hein. Donc, quelque part, on sait aussi, on connaissait les difficultés de ça. Peut-être un des trucs qui est assez intéressant de noter, c'est on a été surpris quand même par le dernier point que je vous disais, qui est le peu de références finalement qu'on pouvait réparer immédiatement. Parce qu'il n'y avait pas les stocks. Parce que, en fait, quand on regardait la présentation de Wifix, il disait qu'il réparait 98% immédiatement. Mais du coup, on s'est posé la question, comment est-ce qu'ils arrivent de 98% à, alors sachant qu'il n'y a pas assez de feedback sur une étude avec 20 clients pour avoir un pourcentage précis. Mais clairement, quand il y a au moins un ou deux, il y avait au moins un client sur 3 qui dit qu'il n'avait pas réussi. Bon, c'est forcément pas 98%. Ouais. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir entre 25 et 40. Enfin, voilà, concrètement, en termes de flexibilité de l'indicateur. Mais en tout cas, c'était pas 2%. Voilà. Et en creusant, en fait, on s'est rendu compte, c'est parce que eux, ce qui notaient Wifix, c'est les clients qui avaient réparé. C'est-à-dire qu'ils étaient venus, ils ont réparé, et il y en a qui ont été obligés de commander une pièce, et d'autres qui n'étaient pas obligés de commander une pièce. Okay. Par contre, tous les clients qui sont venus et qui sont repartis parce que c'était pas disponible, ceux-là, ils étaient enregistrés nulle part dans le système. D'où ce pourcentage, en fait, de réparation immédiate qui était surpondéré parce qu'en fait, on biaisait l'axe de lecture. Alors, ce qui est en fait une formidable opportunité, finalement, si on le prend dans l'autre sens. Ça veut dire qu'en augmentant le stock, en fait, on va augmenter le chiffre d'affaires. D'accord ? Parce qu'il y a plein de clients qu'on loupe. Simplement parce que et qui sont pas dans les stocks. Donc voilà, ça c'était une découverte parce que ça nous a obligé aussi à se poser la question de comment est-ce qu'on mesure en fait l'efficacité de l'expérience client sur les non-acheteurs là, en particulier. Quels sont les bons métriques finalement? Ça répond à ta question. Oui. Une deuxième question. Quels étaient les prescripteurs de cette étude au sein de cette entité marketing qui a étudié donc la valeur finalement de l'expérience client, la marque? Est-ce que ça a été difficile de convaincre alors, non, parce que c'est moi qui supervisais le processus d'acquisition. Et donc, comme moi je suis convaincu, et je pensais qu'il fallait avoir cette étude d'expérience client. Donc, globalement, je dis je veux une étude d'expérience client, et voilà, on l'a faite. Alors, j'ajoute une précision d'ailleurs, puisque Fnac Darty est notre deuxième client peut-être historiquement. Enfin, Darty en l'occurrence, et c'est effectivement Régis qui déjà l'une des premières fois a dit tiens, on sait pas encore alors à l'époque on sait pas encore ce que vous valez, mais on en a besoin, donc pourquoi pas. Et puis après voilà, quand il nous a rappelé, il savait ce qu'on valait et il en avait à nouveau besoin. Par contre, je comprends que c'est pas très courant dans les processus de M&A, hein, ce genre de choses. Donc c'est effectivement, il y a peut-être besoin un peu de support sinon. Typiquement, quand je suis allé les voir la stratégie, les gens qui s'occupaient techniquement du process, d'abord ils m'ont regardé tout bizarre, hein, avec ça. Puis après ils ont trouvé ça, ah oui c'est vrai, c'est génial. Voilà. Mais il y a besoin de, enfin c'est pas quelque chose qui vient spontanément parce que dans la checklist de qu'est-ce qu'il faut vérifier dans un cadre d'un merger, il y a pas l'expérience client, quoi. Donc et je suis pas sûr que ça soit approprié tout le temps. Par exemple, quand on achète c'était dans la presse, donc on a étudié le dossier de la Grande Récré, par exemple. Bon, vous étudiez le dossier de la Grande Récré, c'est une marque établie depuis longtemps, les magasins, ils ont tous pignon sur rue, tout le monde on connaît tous beaucoup de gens qui sont déjà allés à la Grande Récré. Bon, il n'y a pas forcément besoin de faire une étude d'expérience client sur Omnicanal, sur la Grande Récré. Quand on achète une start-up où le business plan est basé sur la croissance et que la croissance ne fonctionne que s'il y a de l'expérience client, à mon avis, c'est indispensable. Bonjour. Vous parliez de l'intégration physique de Wifix au sein de votre enseigne, vos enseignes, enfin Fnac et Darty. Comment va se passer l'intégration digitale ?
Alors, physiquement, c'est assez facile. Hein. Donc, Oui, ça, voilà, c'est c'est bon. en centre co et on met. Enfin, aujourd'hui, il y a des corners en centres commerciaux. Et donc, du coup, là, on fait de la place dans un magasin Fnac typiquement. Donc, si vous allez, par exemple, à Fnac Terne, ben, on a mis un corner Wi-Fi à l'intérieur de Fnac Terne, à l'entrée. Donc, ça, c'est facile. Sur la partie digitale, en fait, c'est comme l'intégration finalement entre Fnac et Darty. C'est-à-dire qu'on souhaite garder une enseigne séparée. D'accord ? Donc, les ponts digitaux entre les différents enseignes, en tout cas d'un point de vue client, sont très faibles. Donc, si vous allez sur le site Fnac, vous pouvez rebondir dans certains cas sur le site Darty. Darty est présent, par exemple, sur la marketplace Fnac comme un vendeur. Et de la même manière, Wifix est présent sur la marketplace Fnac comme un vendeur. Mais on n'a pas de fusion complète des sites. On a évidemment des liens, vous voulez réparer votre téléphone, ça renvoie vers Wifix. Mais on souhaite vraiment garder 3 sites de manière séparée pour garder l'identité des enseignes. Pourquoi? Enfin, j'ai compris pour garder l'identité des enseignes, mais il y a quand même une caution Fnac, une caution Darty, puis on n'est pas sur le même segment. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais vendre du brin chez la Fnac, je vais vendre du brin chez Darty. Donc là, on peut concevoir qu'il y ait 2 terrains de jeu et 2 espaces différents. En revanche, là, on est dans le service qui n'était pas proposé ni par la Fnac ni par Darty. Donc en quoi la conservation d'une marque à part entière et pas une intégration fait stratégiquement sens? Ah, c'est marrant parce que j'ai lu une étude, je fais une digression, je vais répondre à votre question, de Deloitte dans l'avion, là justement, Renan, qui disait que dans les processus de fusion-acquisition, il y avait 97% des gens qui avaient changé la marque ou qui avaient travaillé sur les marques et qui avaient dit que c'était absolument pas, ils regrettaient de l'avoir fait parce que du coup ils n'ont pas travaillé sur d'autres priorités. Donc Mon point, c'était pas de changer la marque, Ouais, c'était ouais. de la rendre beaucoup plus visible et de l'intégrer sur vos portails ou dans vos différents services digitaux. Donc oui, donc évidemment on travaille, enfin Cécile travaille en particulier sur est-ce qu'on ferait un endorsement de la marque Wifix by Fnac, Darty, etc. C'est pas si évident que ça parce que par exemple on a des discussions avec des partenaires qui peuvent être des concurrents de Fnac et Darty, d'accord, pour faire des partenariats avec Wifix. Et donc le fait d'avoir une marque qui est indépendante de nos réseaux de distribution retail, ça permet d'aller adresser par exemple des opérateurs de téléphone, des opérateurs téléphoniques qui vendent eux des téléphones et du coup qui sont en concurrence directe avec le business téléphonique de vente de téléphones de Fnac ou de Darty. Et dans ce cadre-là, c'est beaucoup plus facile pour eux de faire un partenariat parce que c'est plus clair pour leurs clients que plutôt que de les envoyer par exemple chez un truc qui est trop brandé Fnac ou Darty. Voilà. Donc après, je dis pas qu'on le fera jamais, mais en tout cas, travailler sur ce sujet-là, c'est pas forcément une priorité. On pense qu'on arrive, l'absence de réseau et l'absence de concurrence aujourd'hui fait que le terrain est ouvert pour développer la marque. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la rendre plus forte qu'une autre marque parce qu'il n'y a pas d'autres marques. Et donc du coup, c'est pas une priorité pour nous aujourd'hui. Bonjour, j'ai trouvé votre présentation extrêmement intéressante. J'ai découvert tout à fait par hasard Wifix en me promenant au centre Italie 2 et j'ai trouvé que l'endroit était très mal mis en valeur. Est-ce que vous avez amélioré ce point depuis? C'était quand? En 2018. Ah donc oui. Donc en 2019, on a transféré, ça faisait partie des réponses des... Non, ma des question est plus complexe, si vous voulez, parce que je trouvais qu'en fait, c'était peu fréquenté. Et est-ce que vous avez fait en sorte, même en le déplaçant, qu'il y ait une meilleure approche, que ça soit plus mis en valeur? Alors oui, puisque c'était un corner, on l'a déplacé en boutique. Hein, donc maintenant, il est dans le centre commercial comme une autre boutique. Normalement, il a été revampé complètement. Alors par contre, j'ai pas en tête les résultats commerciaux. Voilà, c'était ma question en fait, de savoir alors, si financièrement vous avez pu mesurer tu les as, toi? Ouais. Ah, très bien. Voilà. Ah, d'accord, oui. Merci. Merci Cécile. Je vais garder le micro un instant parce que on a 2 questions là sur YouTube auxquelles je voudrais répondre. Alors la première de Nathalie. Bonjour, pouvez-vous nous donner un ordre d'idée de budget pour ce type d'études? Merci. Alors oui, enfin je vais le faire parce que moi j'ai l'habitude de dire les choses de façon très transparente. Après c'est comment dire, c'est extrêmement variable en fonction des
quand même des détails qu'on va mettre dans une étude, c'est-à-dire que sa profondeur, les méthodologies, est-ce qu'on le fait dans le temps, est-ce qu'on le fait sur un seul pays, etc. En l'occurrence, et je ne parle pas du tout du budget de Fnac Darty, donc ça c'est Régis qui décidera ou pas d'en parler, mais ce serait typiquement une étude qui courrait entre 10 et 20 000 euros, sans trop mouiller sur ce que ça peut augurer d'une future discussion. Ça donne un ordre de grandeur. Deuxième question. Si je peux rebondir là-dessus, hein, c'est effectivement l'ordre de grandeur qu'on a payé. Et ça, c'est à mettre en perspective avec ce qu'on paye, par exemple, des cabinets d'avocats pour faire l'étude, la due diligence juridique, et avec aussi, dans ce cadre de ce deal-là, le montant des opérations qui se chiffre en général en millions, quoi. Donc, voilà. Oui. Et donc ensuite, une deuxième question de formateur principal. Existe-t-il, c'est plutôt pour vous les amis, existe-t-il un scoring NPS chez Wifix? Avez-vous décidé de le mettre en place? Cécile, il est combien le NPS chez vous? 76. D'accord. Donc il existe. Voilà. Tu veux... Attends. Alors Cécile est directrice marketing de Wifix depuis 3 semaines. Voilà, parce qu'on a créé une direction marketing chez Wifix. Voilà. C'est pourquoi je suis allée à Italie 2 pour vérifier les progrès. Oui, un score NPS a été mis en place, c'est-à-dire que toute personne qui va dans le réseau Wifix et reçoit après un email avec une enquête de satisfaction, nous suivons très attentivement le taux NPS parce qu'il augure de la réussite de l'entreprise sur le long terme. Il est de 76 aujourd'hui, ce qui est plutôt très bon pour l'industrie. Donc voilà, on est très contents. Bonjour. Une petite question, mais qui sort un tout petit peu du cadre Wifix, mais plus général, Fnac Darty. Vous êtes responsable expérience client et de la politique de service. Comment vous utilisez l'expérience client pour construire des offres? Est-ce que, parce que, alors je précise peut-être ma question, c'est que historiquement on a l'habitude de voir des directions marketing justement qui construisent des offres, qui font quelques petites études clients pour essayer de définir la cible. Et très souvent, la construction du parcours client qui va servir à commercialiser cette offre ou en tout cas à la faire vivre ensuite dans la durée, elle vient bien après. Or, c'est à ce moment-là qu'on doit penser l'expérience client, c'est quand on pense le parcours. Donc, ma question, c'est avez-vous renversé ces mécaniques de réflexion ou de conception d'offre pour intégrer très en amont l'expérience, et si oui, comment? Alors, c'est une question un peu difficile parce qu'en fait, on n'a pas lancé beaucoup d'offres récemment. Et donc, comment est-ce qu'on utilise l'expérience client pour montrer? Alors, je bégaye parce que je réfléchis en même temps à ma réponse. Voilà. Donc, je disais, on n'a pas lancé beaucoup d'offres. Donc, l'essentiel du travail consiste quand même pour nous, parce qu'on a déjà les meilleurs services de livraison, on a déjà les meilleurs SAV, etc. Donc, lancer des offres autour de tout ça, c'est des choses qui sont un peu compliquées, enfin qui sont compliquées. Il n'y a pas beaucoup de place pour lancer de nouvelles offres. Donc on a plutôt tendance à travailler, à améliorer l'expérience client sur les offres qui sont déjà en place. Après, là où votre question est pertinente, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup d'offres, mais certaines n'étaient pas visibles, par exemple parce que justement l'expérience client n'était pas là. Je prends par exemple le labo Fnac. Il n'y a pas mieux que le labo Fnac pour donner des conseils pertinents, indépendants sur le choix des produits. Bon, qui a utilisé récemment les informations du labo Fnac? Je pense personne ici. Et c'est très bête. Il suffirait de les mettre sur les étiquettes des magasins. D'accord? Donc, mais par contre, donc on est en train de travailler. Comment est-ce qu'on fait pour mettre le radar Fnac? Donc, par exemple, sur les PC, ça va évaluer l'autonomie, la qualité de l'écran, la qualité du son, la réparabilité. Et sous un radar comme ça, puis à la fin ça met une étoile, c'est ce que fait de la Fnac. Et donc c'est assez facile de le mettre sur les étiquettes magasins. Donc on s'est dit qu'on allait le faire, mais par contre, dans une démarche d'expérience client complète, on ne le fait pas, juste on va mettre les étiquettes magasins. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait encore. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est on va reprendre le truc depuis le début, reformer tous les vendeurs, leur expliquer le pourquoi du comment, etc. Parce qu'il n'y aurait pas pire que mettre les étiquettes magasins, un client qui vient voir le truc, il pose la question au vendeur, et ça c'est véridique, hein, j'ai eu un retour là-dessus, et le vendeur dit « ça vous n'écoutez pas, ça ne sert à rien ». Voilà. Donc on a bien besoin d'avoir vraiment un engagement de tout le monde autour d'une expérience client qu'on veut. Et donc par exemple, il y a un des exemples, c'est ça, et on travaille de cette manière-là sur tous les sujets. On travaille par exemple de la même manière sur
du paiement sans... on a des expériences en cours du sortir d'un magasin Fnac, par exemple, sans payer. Etc., etc. De la livraison en 2 heures chrono. Donc, on travaille l'expérience client autour de ces sujets-là. Donc, voilà. Mais à chaque fois, on veille bien à ce qu'on ait une expérience client complète. Mais je pense que le plus important de notre travail, c'est plutôt sur des services qui existent déjà et pas tellement des nouvelles offres. Bon, même si on a quelques offres dans les tuyaux, mais je ne peux pas en parler là, évidemment. Merci. Et je vais garder la parole un instant parce qu'on a une suite sur la partie YouTube. Je voulais juste ajouter également par rapport à ce que tu disais. Nous, ce qu'on constate quand même, c'est que de plus en plus, les sujets sont pris en amont, en fait, notamment sur effectivement des sujets d'innovation ou de nouvelles offres. Et si je caricature, la toute première étude qu'on a faite, c'était une application mobile qui était existante. C'est remonté progressivement plutôt sur des états de prototype en fait. Donc de plus en plus, et c'est tant mieux pour nos annonceurs, nos clients annonceurs et leurs partenaires de tester sur des prototypes parce que finalement les changements sont immédiatement beaucoup plus rentables et plus rapides que d'attendre d'avoir sorti quelque chose sur le marché avec exactement tout ce que vous disiez. Et on voit encore un troisième niveau qui est clairement au niveau de la connaissance client et la validation que des concepts répondent à des attendus clients. Alors des concepts qui peuvent être vraiment basés sur des insights à la base ou qui peuvent être des effets de mode. C'est-à-dire qu'on va avoir un effet de mode par exemple sur les chatbots. Toute boîte d'une taille un peu digne de ce nom a vécu une conversation sur c'est super, il faut faire un chatbot. Maintenant, quel est le cas d'usage qu'on met derrière? Voilà. Donc on va quand même de plus en plus remonter, peut-être pas encore assez, mais de plus en plus remonter à ces niveaux de réflexion et effectivement intégrer l'expérience client dès la base de la réflexion. Oui, après, juste pour compléter avant la question YouTube, c'est sur les nouveaux services dont je ne peux pas parler, effectivement, on a fait le concept, puis après on a fait l'expérience client, et après on a par exemple les conditions générales du service, on les a définies après avoir fait l'expérience client. Ouais, on l'a fait dans ce sens-là, et pas dans l'autre sens. Voilà. Ok. Ça sort en octobre. On s'en reparle. Donc sur la question, donc c'était un follow-up, une suite à la première question sur le NPS. Et donc, alors je ne sais pas si je vais bien interpréter la question, puisque la question c'était quelle est la différence entre le NPS et les résultats de l'étude. Je pense que, alors avec une part d'interprétation de la question, mais le NPS va fournir un indicateur dans la durée. Et un indicateur qui est d'abord un indicateur chiffré et ensuite un indicateur qualitatif, alors que les résultats de l'étude vont être une photo à un instant T et plus ou moins en profondeur, mais en tout cas beaucoup plus en profondeur d'un point de vue qualitatif que ce que va être le NPS, puisque finalement le NPS, on fait s'exprimer les gens, enfin les gens s'expriment plutôt spontanément sur une chose qui les a frappés, en bien ou en mal. Ils peuvent en dire plusieurs, mais c'est quand même assez rare. Alors que là, en fait, ce qu'on fait faire, c'est on demande à 20 personnes de vivre en théorie la même expérience. Et justement, ce qu'on voit et ce que tu as bien relevé, c'est que en fonction de l'heure à laquelle ça se passe, de leur téléphone, de leur humeur du moment et de là où ils vont aller, bah, leur expérience, elle est complètement différente. Et c'est cette hétérogénéité qu'on va aller nous synthétiser pour en faire quelque chose d'opérationnel et d'exploitable. Voilà, donc c'est quand même très très différent comme usage et très complémentaire. Ouais, pour compléter un peu, il ne faut pas se tromper aussi sur le NPS. Le NPS ne mesure la satisfaction que des vrais clients, c'est-à-dire des clients qui sont allés au bout du process et qui ont payé. Et donc avoir par exemple des NPS faibles, en dessous de 50, c'est vraiment pas un bon score, parce que c'est que nos vrais clients, ou voire un NPS négatif, c'est tout à fait possible, les vrais clients disent que c'est pas bien, quoi. Voilà. En majorité. Donc c'est quand même assez différent de faire une étude où on va interroger des clients et des non-clients d'une étude où on n'interroge que des clients, au sens des gens qui sont allés au bout de la transaction. Et c'est intéressant de faire les deux, parce qu'évidemment, si on veut de la satisfaction, et c'est pour ça que le NPS est si important, c'est que il faut que les clients deviennent des promoteurs, d'accord, donc pour faire jouer le bouche à oreille, etc. Mais c'est aussi important, on en parlait tout à l'heure, de comprendre pourquoi les non-clients ne sont pas clients. Même ceux qui sont allés jusqu'à un point, par exemple, WeFix et qui ont fait demi-tour, hein, parce que c'est une opportunité de business. Voilà. Bonjour Patrick Chambon, j'ai une question sur
la suite de l'étude, parce que là, vous avez ACC, en tout cas, fait l'évaluation des points de vente. Est-ce que vous auriez pu proposer aussi, durant cette étude, de connaître les services attendus qui ne sont pas là aujourd'hui? Alors, je donne un exemple. Aujourd'hui, les téléphones sont de plus en plus compliqués à réparer. La façade avant, elle n'est pas très loin aujourd'hui d'un produit d'occasion. Donc, est-ce que, par exemple, vous pourriez demander en étape 2 de savoir si les gens, par exemple, sont intéressés par le transfert de téléphone? Souvent, transférer les datas, etc., c'est quelque chose qui est très compliqué. Ou leur proposer, dans le cadre du nouveau téléphone d'occasion, de proposer une garantie Fnac en complément ou un truc comme ça pour la durée. Et tous ces services-là qui pourraient être autant d'occasions d'interagir avec ces points de vente. Et est-ce que vous avez fait une étude là-dessus pour savoir quels étaient les services attendus? Mon téléphone est par terre, je sais, merci. Est-ce qu'il est cassé? Regarde, Non, Cécile. il n'est pas cassé, il est bien protégé. Ah. Il est bien protégé. Zut. Désolé. Donc, est-ce qu'on fait des études complémentaires pour savoir ce que veulent nos clients? Oui, toujours. Voilà. Alors, on n'utilise pas Fairfiction pour ça, parce qu'il y a des moyens d'études autres, et on en a. peut s'en parler. Voilà. Il y en a. Tu peux pas me couper, Anthony, quand j'essaie de chercher du business. Donc on peut s'en parler. Donc il y a typiquement, on a un lab où on interroge nos clients, les clients les plus engagés, qui acceptent de répondre à des questions qu'on peut leur poser. On peut faire des études clients beaucoup plus classiques sur des panels représentatifs ou des panels clients, etc. Donc oui, on fait ce genre de choses-là, et puis les points que vous remontez sont tout à fait justes. Après, quand on est WiFix, on en parlait tout à l'heure avec Cécile, si j'enlève la logistique et les gens qui réparent, parce que pour les téléphones reconditionnés du siège, en fait, au siège, il y a 15 personnes. D'accord. Donc, quand on est une équipe de cette taille-là pour mener à la transformation et dont l'objectif c'est de doubler le nombre de points de vente en 18 mois, il faut un peu choisir aussi ses combats et ses priorités. Et ça, c'est vraiment quelque chose de. Alors, on recrute beaucoup au siège aussi. On crée une direction marketing, par exemple. Voilà. Mais voilà, il faut le temps de structurer, etc. Et donc, du coup, il faut un peu choisir aussi ses combats. Mais ces choses-là sont dans la to-do list, évidemment. Bonjour. Tout à l'heure, vous nous disiez que c'était un échec. Vous aviez déjà tenté par le passé de mettre en place un service de réparation. Qu'est-ce qui fait de WiFix un service différenciant? Est-ce que c'est l'expérience client, le fait d'avoir une marque différente? J'aimerais comprendre la différence fondamentale. Ouais, un peu tout ça. D'accord. L'expérience client, c'est sûr. Le fait d'avoir une marque, ça permet d'identifier. Parce que, en fait, finalement, les gens, ils pensent pas spontanément quand ils ont un téléphone cassé, je vais aller chez Darty ou je vais aller chez Fnac pour me le faire réparer en 30 minutes. Donc, ça revient un peu à la question de la marque tout à l'heure. Donc, il y a besoin aussi d'identifier avec une marque différente. Donc, ça fait partie des sujets. Le fait qu'il y ait une expérience client qui est bien. Et puis après, finalement, c'est un métier. WiFix a été créé en 2012. Il a fallu du temps pour avoir le niveau de maîtrise. Il y a un sujet de formation des équipes initiales, de formation continue. Donc il faut avoir tous les outils, tous les dispositifs de formation continue. Il faut avoir, mais j'en parlais tout à l'heure, toute la mécanique qui permet de faire de la prévision de stock, pour avoir les bons stocks aux bons endroits dans les bonnes boutiques, pour avoir la bonne expérience client dans la boutique et réparer immédiatement. Donc tout ça, c'est un savoir-faire et ça demande du temps à développer. Clairement, Fnac et Darty, on a l'expérience et on saurait faire un projet comme ça et le lancer. Mais il nous faudrait 2 ans, voilà, 2-3 ans. Donc après, l'arbitrage, il se fait. Donc on fait des expériences. Du coup, ça nous a permis d'apprendre ce qu'il y avait besoin pour faire ce business-là. Maintenant, dans ce genre d'opération, il y a toujours la question, c'est make or buy, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on va le faire nous-mêmes? Et du coup, on va investir de l'argent pour construire les systèmes informatiques, ou adapter les systèmes informatiques, recruter le personnel, le former, etc. Ou est-ce qu'on n'a pas intérêt à s'associer avec un partenaire, différentes formes de partenariat. Là, on est en prise de participation, mais ça peut être d'autres partenariats, pour proposer le même service en fait, de manière beaucoup plus rapide. Et donc, il y a un sujet time to market sur ce genre de service-là, parce que en particulier le fait qu'il n'y ait personne en France de chaîne reconnue là-dessus. Quand on regarde par exemple le marché anglais, il y en a 2 ou 3. Donc en fait, il y a vraiment une question de rapidité d'accès au marché qui est importante. Merci.
On va peut-être prendre une ou deux dernières questions, puisque le temps file et vous avez des agendas chargés. Je vais juste répondre à une nouvelle question sur YouTube. Donc, quel nice to have avez-vous fait émerger suite à cette étude? Cela fait-il partie des préconisations que vous donnez chez Fairpection? Alors, pour les raisons de timing que je viens d'évoquer, oui, on a fait émerger des nice to have. On ne va pas en parler là tout de suite. Et est-ce que ça fait partie des préconisations? Oui, bien sûr. En fait, ça revient un peu à la question de tout à l'heure sur... il y a de la flexibilité en fait dans les résultats qu'on va aller donner. C'est-à-dire, est-ce qu'on cherche à faire émerger des nouveaux services? Oui, c'est une possibilité. C'était pas l'axe de cette étude-là. Est-ce que on veut se concentrer? On pense qu'on maîtrise plutôt bien les sujets et on veut plutôt ajuster des choses et donc aller chercher des nice to have, ou est-ce qu'on est plus sur malmener entre guillemets le modèle et ça aussi c'est possible. Est-ce que côté salle on a une dernière question, deux dernières questions? Non, vous avez entendu l'appel de l'agenda et ça vous a bien plu. Et c'est bien aussi. Bien, merci beaucoup à tous. Alors j'ai un signe là-bas, voilà, qui est un signe de Lisa. Mais tu peux le dire, vas-y. Oui, bonjour à tous. Si vous pouvez prendre 3 minutes pour remplir notre petit questionnaire de satisfaction que nous faisons maintenant en ligne plutôt que sur papier, ce serait génial. Vous avez dû recevoir un email il y a pas très longtemps. Merci beaucoup. Pour de meilleurs petits déjeuners, remplissez le questionnaire et pour la planète, faites-le en ligne. Encore merci à toi Régis, également à Damien qui a été notre autre chevalier côté Fnac Darty pour mener cette étude et qui était là en backup en cas de crash d'avion. À la place, malheureusement, on a perdu Notre-Dame, donc ça c'est moche aussi. Et je vous souhaite malgré tout une très belle journée, que le mot de la fin soit plus encourageant. Merci à tous et on se retrouve au-dessus pour vous présenter l'outil pour ceux qui le souhaitent. Merci à tous.